Au sommaire de ce journal, près d'une semaine après l'attaque terroriste de Boungou, les responsables de la société minière Semafo, aux côtés des blessés et des survivants, ils sont allés leur apporter soutien et réconfort tout en assurant que leur prise en charge sera une priorité. Et puis, une trêve sociale, voilà ce que tente d'obtenir le gouvernement avec les organisations syndicales du secteur de la santé. Une réunion s'est tenue ce matin entre le ministère de la fonction publique et la F-Santé, sans le SYNCHA, pourtant acteur majeur du monde syndical de la santé. Tous les détails tout à l'heure. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Voilà, tout à l'heure, il y a eu une visite ce matin même au CHU Tengango, une visite du président directeur général de la société minière Semafo. Il s'est rendu au chevet des blessés de l'attaque meurtrière de Boungou. Il est allé leur apporter soutien et réconfort. Vous allez entendre certains d'entre les rescapés qui seront certainement à jamais marqués par ces heures d'horreur et de terreur à l'hôpital Tengango. Rémi Lambert-Nébier. Aux côtés des siens, Abdulkader Guiro peut réaliser à quel point il a de la chance. Ce superviseur des mines est un des rescapés de l'attaque du convoi de l'entreprise minière Semafo. Touché d'une balle dans le dos, il est interné au centre hospitalier universitaire Tengango. Près d'une semaine après le drame dans lequel il a perdu plusieurs collègues, Abdulkader se souvient de ce mercredi de terreur. On entendait des coups de feu. A priori, on pensait que c'était les tirs de sommation. Juste, moi je dormais en temps, j'ai entendu une des vitres éclater. En même temps, j'ai reçu une balle au dos, je me suis couché. Heureusement, on avait deux hommes détenus dans le véhicule qui voyageaient avec nous, mais qui étaient en civil. Ils ont dit non aux gars de rester tranquille. Ils ont dit au chauffeur de continuer à rouler. Donc le chauffeur a roulé, c'est ça réellement qui nous a sauvés. Ce 12 novembre, le président directeur général de la société minière Semafo vient au chevet de ses blessés pour leur apporter assistance et réconfort. Depuis les événements qui sont évidemment des événements extrêmement tragiques, je vous dirais que la seule priorité qu'on a eue, c'est nos employés et leurs familles. C'était très important pour nous de venir rencontrer ces blessés-là, leurs familles, et puis de leur assurer tout notre support. On souhaite que les gens soient tous de retour sur pied le plus rapidement possible et en santé le plus rapidement possible. Et c'était le but de la visite. Initialement au nombre de 48, il ne serait plus que 11 internés dans les locaux du CHU Tengango. Semafo, leur employeur, s'est engagé à tout mettre en œuvre pour que ces blessés recouvrent la santé et retournent auprès de leur famille. Voilà, vous l'aurez corrigé, c'était plutôt un reportage de Arsène Konditamde. Eh bien, si les attaques se multiplient et que les combats font rage sur le front militaire, d'autres stratégies sont à étudier dans la lutte contre le terrorisme, selon le Centre pour le dialogue humanitaire qui propose la voie de la négociation. Comment convaincre certaines bandes armées de déposer les armes et de réintégrer la société? Eh bien, des personnes ressources des communautés frontalières du Mali, du Niger et du Burkina sont en concertation à Ouagadougou pour répondre à la question. Rémi Lambert-Nébier, cette fois-ci. Burkinabés, Maliens et Nigériens partagent de nos jours les mêmes réalités. Conflits communautaires et attaques terroristes émaillent leur vécu. Une synergie d'action est envisagée sur le plan militaire entre les États et la même approche doit prévaloir au sein des communautés frontalières. Sont réunis ici dans la capitale burkinabé les membres des cadres de dialogue et de médiation de ces trois pays ainsi que les représentants étatiques des pays concernés. Ils adhèrent à l'initiative du Centre pour le dialogue humanitaire qui, pour la seconde fois, convie les leaders d'opinion à la concertation. La stratégie pour mettre fin à un conflit quel qu'il soit est toujours un mélange d'usage de la force et de négociation. D'autant quand l'usage de la force ne produit pas des résultats et d'autant quand vous êtes dans une zone qui est extrêmement ouverte où les acteurs armés peuvent passer les frontières, peuvent se réfugier et où les efforts d'une seule nation ne peuvent pas donner de résultats probants. Plusieurs États, il faut coordonner. Il faut que les États se coordonnent leur approche vis-à-vis des acteurs armés
Et puis finalement, il faut essayer de rallier. Et pour rallier à la cause de la paix les uns et les autres, il faut travailler avec la fabrique même du Sahel, qui est ces communautés, ces leaders communautaires, ces représentants communautaires. Il est donc très important qu'on travaille au niveau des communautés en coordination avec les 3 États et qu'on essaye de trouver une solution politique négociée qui permette à cette région de retrouver le chemin de la paix. Les autorités burkinabées attendent de ce dialogue des propositions idoines à même de rétablir la stabilité dans la sous-région. Il est temps vraiment que ces pays mutualisent leurs efforts pour une recherche et une véritable promotion de la paix et du vivre ensemble au niveau de cette sous-région. Ce sont des acteurs incontournables pour nous aujourd'hui qui sont là pour nous accompagner et qui peuvent transmettre le message. Et nous demandons à ce qu'ils suivent ces travaux pour ensuite nous permettre que ce message arrive à la plus grande majorité, à la population qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'être sensibilisée, qui a besoin vraiment de la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Durant 48 heures, les participants vont définir ensemble des canevas du dialogue à mener entre les États et les groupes armés. Ils se pencheront également sur les modèles de démobilisation et de réinsertion socio-économique à mettre en œuvre pour les combattants qui décideront de quitter les rangs des groupes armés. Cette autre forme de dialogue social, cette fois-ci, est dans le secteur de la santé. On souffle le chaud et le froid au gré des annonces des organisations syndicales et du gouvernement. L'exemple avec cette déclaration de la F Santé au terme d'une rencontre avec le ministère de la fonction publique, une réunion qui devrait pourtant aboutir à la recherche d'une trêve sociale. Alexis Belem-Naba, Abdourazak Traoré. Alors, il faut dire qu'au moment où nous parlons, nous avions prévu une grève pour le 20 novembre. Déclaration faite à ce 12 novembre après seulement une semaine de suspension des mouvements d'humeur qui ont durement éprouvé le secteur de la santé. Une nouvelle menace de grève qui pourrait être désamorcée par le gouvernement si et seulement si une trêve sociale était obtenue. Obtenir une trêve sociale, voilà justement qui préoccupe ici au ministère en charge de la fonction publique. Le ministre Seni Ouedraogo face aux 5 organisations syndicales réunies au sein de la F Santé. L'objectif donc de cette rencontre, c'est d'aboutir à la signature d'une trêve sociale. Récemment, le gouvernement burkinabé, par le biais du Premier ministre Christophe Dabiré, a demandé au BIT, en juillet passé, de nous dépêcher au Burkina Faso une équipe du BIT qui viendrait sensibiliser les parties prenantes sur la nécessité d'aller à une trêve sociale. Une nécessité au regard de la situation actuelle du pays. Il faut un système de santé en phase avec les réalités, dira le ministre de la fonction publique au syndicat de la santé. Je crois que ce qui accélère le processus aujourd'hui, c'est l'appel du chef de l'État, c'est la crise sécuritaire que nous connaissons. Et nous savons que pour faire face à la guerre qui nous est imposée de l'extérieur, nous avons besoin d'avoir un système de santé qui fonctionne et qui marche. Nous n'avons jamais eu de telle agression depuis les indépendances, où nous avons plus de 500 000 réfugiés. Tout récemment, vous avez vu à l'Est, où nos camarades étaient obligés de quitter leur foyer le week-end pour prendre en charge les 60 blessés de Bourgou. Et nous pensons que les populations méritent qu'on leur prenne en charge, qu'on prenne en charge les blessés, les réfugiés, parce que nous glissons rapidement vers le mois de novembre, décembre, avec potentiellement des risques d'épidémie de méningite. Et les populations méritent que nous puissions faire cette trêve-là au nom de l'intérêt général. En attendant une convention formelle entre les deux parties dans les semaines à venir, une question taraude les esprits. Pourquoi le SYNDJA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine, n'a-t-il pas été associé à ces discussions de départ? Il n'était pas de la partie joint au téléphone. Les responsables affirment n'avoir pas été invités par les autorités.
Elles veulent être actrices de leur vie, ne pas toujours subir les décisions qui les engagent. Voici les aspirations profondes de la femme et de la jeune fille, selon une étude diagnostique menée par l'Initiative pour le bien-être de la femme, étude dont les résultats ont été dévoilés ce week-end. Abdourazak Traoré. C'est une étude diagnostique qui tranche d'avec le classique. Elle n'est commanditée ni par l'État ni par une ONG. C'est l'œuvre de jeunes dynamiques désirant apporter leur contribution à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Réunis au sein de l'initiative Pananetougri pour le bien-être de la femme, ils se sont déployés dans 9 pays francophones ouest-africains, dont le Burkina Faso. 62 entretiens individuels, 32 focus group avec 284 jeunes filles et femmes. 35 récits de vie ont été réalisés pour connaître les aspirations et les besoins. Sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a un décalage entre ce qui est fait et entre les besoins et les aspirations des jeunes filles. Les jeunes filles ont plutôt besoin d'être maîtresses de leur destin. Elles ne tolèrent plus les décisions prises sans elles. Cette envie pour les jeunes filles de pouvoir prendre leurs décisions, pouvoir s'exprimer, pouvoir être consultées en fonction de ce qu'elles-mêmes elles veulent. Dans le secteur de l'éducation, elles aspirent à une égalité avec les hommes. Et les matières scientifiques sont généralement confiées aux garçons et les filles sont beaucoup plus dans le domaine de la littérature. Donc elles veulent pouvoir aller au secondaire, au supérieur et pouvoir choisir elles-mêmes les métiers. Il en est de même quand il s'agit des choix de formation professionnelle. Sur le terrain, les équipes de l'IPBF ont rencontré de jeunes filles qui veulent briser certains tabous. Souvent, on leur propose une formation en couture ou en coiffure. Or, elles veulent aller au-delà. Donc, elles ne veulent pas se contenter de ces offres. Dans l'autre secteur, celui de la santé tout aussi vital que l'éducation, les enquêtés ont exprimé le besoin de décider de leur choix de prise en charge. D'un point de vue de la santé, il y a le besoin de vouloir décider de son propre corps, de vouloir se marier quand elles auront décidé de vouloir se marier. Voilà, de ne plus subir ces mariages précoces ou ces mariages forcés. Donc, le contenu du rapport diagnostic est livré ici dans les locaux de l'ONG Pathfinder qui épouse la démarche. Les participants composés des membres de l'IPPF et leurs partenaires vont se servir de l'étude pour porter les plaidoyers aux plus hautes autorités du pays et à tout autre décideur. Et pour que la jeune fille aille jusqu'au bout de ses rêves, tout comme le jeune garçon, il faut bien des infrastructures scolaires et éducatives appropriées. Et c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement. Le ministre de l'Éducation nationale est allé justement visiter les chantiers des lycées scientifiques et professionnels de la région du Centre-Est, sans oublier celui de l'ENEP de Tinkodogo, les chantiers qui connaissent des fortunes diverses. Rémi Lambert-Nébier. Offrir un enseignement de qualité à l'ensemble de la jeune génération burkinabé, c'est l'une des priorités du gouvernement qui, à cet effet, essaie d'améliorer l'offre éducative sur toute l'étendue du territoire. La région du Centre-Est dispose, à partir de cette année scolaire, d'un lycée professionnel et d'un lycée scientifique. Les premiers élèves de ces deux établissements sont en pleine année scolaire, malgré l'inachèvement des infrastructures d'accueil. Mais pour le ministre de l'Éducation nationale, en visite ce 8 novembre sur les différents chantiers, les choses devront suivre le pas. Et je suis très satisfait de l'état d'avancement des travaux. Tout ceci concourt donc à la qualité de l'éducation. Et pour ce lycée professionnel régional-là, les bâtiments qui avaient été prévus sont entièrement réalisés. Les élèves ont commencé les cours là-bas. Il reste les équipements. Donc, nous avons prévu dans le budget du ministère en charge de l'éducation en 2020 de prioriser l'acquisition des équipements pour tous les lycées professionnels qui sont achevés. Le deuxième chantier que nous avons visité, c'est le chantier du lycée scientifique régional du Centre-Est. Et donc, nous prévoyons l'inauguration de ce lycée scientifique régional-là le 7 décembre. Donc, en prélude aux festivités du 11 décembre et permettre aux élèves de pouvoir entrer dans leur bâtiment parce qu'ils ont tout recruté la première promotion et actuellement ils sont donc logés au sein de l'ENEP de Tinkodogo. Lancée en juillet 2015, la construction de l'ENEP de Tinkodogo est toujours en cours. Mais après un tour du chantier, le professeur Stanislas Ouaro annonce qu'il amorce sa phase d'achèvement. Il faut dire que dans le cadre du projet BID 4, justement, un certain nombre d'infrastructures complémentaires devaient être réalisées, comme l'amphithéâtre,
l'école d'application, puisqu'il faut une école à l'intérieur d'application pour permettre donc aux élèves maîtres de pouvoir se former. Donc l'école d'application est pratiquement achevée. L'amphithéâtre, vous l'avez vu, est pratiquement achevé. Et des logements complémentaires, 3 logements complémentaires que nous avons vus aussi qui sont pratiquement achevés. Voilà, et qui vont donc, à l'issue de leur achèvement, marquer la clôture aussi de ce projet. Pour le ministre en charge de l'Éducation nationale, un projet BID 5 est en cours d'élaboration et devra permettre la construction de l'INEP de Manga et d'un certain nombre de salles de classe, comme ici à l'école primaire de Bogaré, où ces élèves pourront abandonner en début décembre ces 2 salles de classe sous paillote pour de meilleures conditions d'apprentissage. Toujours dans le secteur de l'éducation, en 2 décennies, elle a vu ses diplômes reconnus par le CAMES passer de 2 à 13. Elle a formé des milliers d'étudiants et de travailleurs et elle va même ouvrir une université dans les tout prochains mois. L'ESCO-IGS fête ses 20 ans d'existence, 20 ans pendant lesquels cette école supérieure s'est visiblement imposée comme un acteur majeur en termes de formation au Burkina. Madina Sienou. De 2 diplômes reconnus par le CAMES en 2007, l'ESCO-IGS, l'École supérieure de commerce et d'informatique de gestion, est passé à 13 diplômes reconnus en 2019. Aussi, 5000 cadres moyens et supérieurs qualifiés ont été mis sur le marché de l'emploi. Des chiffres réalisés en 20 ans d'existence. En 2 décennies, cette école supérieure a engrangé des résultats satisfaisants. Le regard est désormais tourné vers l'avenir. En termes de perspective, nous avons obtenu l'autorisation de création d'une université dénommée Université Étoile Brillante qui va ouvrir ses portes bientôt à Ouaga 2000. Et cette université va comporter des filières scientifiques telles que le génie informatique, le génie civil, l'environnement, l'énergie solaire. Avec plus de 1000 étudiants, 10 filières de formation et 150 professeurs, l'École supérieure de commerce et d'informatique de gestion se place parmi les meilleurs établissements d'enseignement supérieur du Burkina Faso. Un apport considérable au développement de l'éducation. Le nombre d'étudiants s'accroît. Les établissements d'enseignement supérieur public ne peuvent plus recevoir tous les étudiants. Donc, lorsque un docteur fondateur met en place un établissement d'enseignement supérieur privé, c'est un soulagement pour le gouvernement, c'est un soulagement pour le département, mais le département a souci que ce soit un établissement de qualité. Donc, c'est pourquoi je disais que le ministre est content que ESCO-IGS accompagne, mais aussi donne un enseignement de qualité. ESCO-IGS, 20 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur, employabilité des jeunes diplômés. C'est sous ce thème que l'école célèbre son jubilé de porcelaine. Plusieurs activités dont des panels sur des thématiques d'intérêt général, notamment l'adéquation formation professionnelle et marché de l'emploi au Burkina Faso, sont organisées à l'intention des étudiants. Elle est née il y a à peine 2 mois. L'ICOP entend faire de la transparence dans la commande publique son credo. Elle a exposé ses objectifs au cours d'une conférence de presse la semaine dernière à Bobo Dioulasso. Ibrahim Kompaoré, Majid Bakou. Contribuer à l'efficacité de la commande publique à travers la promotion de la transparence des procédures d'acquisition des biens et services, c'est l'objectif visé par les membres de l'ICOP, l'initiative pour la transparence et l'efficacité de la commande publique. Créé en juillet 2019, l'ICOP veut assainir le milieu de la commande publique au regard, selon ses initiateurs, des manquements constatés. Constatant la persistance des mauvaises pratiques dans la commande publique, marquée par la corruption, les mauvaises exécutions des prestations, les lourdeurs dans les procédures en matière de commande publique, nonobstant les mesures innovantes successives adoptées qui sont censées y remédier. Convaincu que l'absence de transparence est l'un des facteurs explicatifs majeurs de ces mauvaises pratiques qui impactent sur l'efficacité de la commande publique, et convaincu que l'amélioration de la performance du système national de la commande publique passe par le renforcement de la transparence dans le processus d'acquisition de biens et services, gage de l'efficacité de la commande publique. Nous avons décidé de contribuer à l'accroissement de la performance du système national de commande publique en prenant l'initiative d'agir par la réflexion et l'action
pour la transparence et l'efficacité de la commande publique. L'ICOP se dit être une organisation apolitique et à but non lucratif intervenant dans le domaine de la commande publique. Elle veille à la bonne gouvernance et à la transparence dans les procédures de passation des marchés publics au Burkina Faso. L'ICOP a pour but de contribuer à l'efficacité de la commande publique à travers la promotion de la transparence des procédures d'acquisition des biens et services. Nous poursuivons les objectifs spécifiques suivants. Créer un espace de réflexion sur la commande publique. Promouvoir les bonnes pratiques en matière de commande publique. Susciter le contrôle citoyen sur la commande publique. Et enfin, promouvoir les valeurs de bonne gouvernance sur la commande publique. Pour atteindre ces objectifs, l'ICOP envisage mettre un accent particulier sur la sensibilisation des populations. Nous procédons d'abord par la sensibilisation, en amenant les gens à comprendre ce que c'est que la commande publique, comment est régie la commande publique, quelles sont les lois en matière de commande publique, quelles sont les procédures. L'ICOP est composé d'un conseil d'orientation stratégique, d'un comité exécutif national, d'un comité exécutif local et d'un secrétariat technique. Pour réussir sa mission, l'ICOP dit avoir entamé des démarches auprès des structures comme l'ARCOP, l'ASE et ceux qui interviennent déjà dans le domaine de la commande publique. Voilà, c'était un reportage d'Ibrahim Compaoré, mais avec la voix de Sotouo Justin Dabiré, décidément. Et direction maintenant la Côte d'Ivoire, où la Fondation pour la paix en Afrique de l'Ouest lance bientôt une caravane. Objectif, sensibiliser les ressortissants des pays de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire à œuvrer pour la décrispation du climat social. Le meeting de lancement de cette caravane a eu lieu à Gagnoa, dans l'Ouest ivoirien. Romoyo Koyeta. Le président de la Fondation pour la paix en Afrique de l'Ouest, Kima Emile, de retour sur le terrain de la mobilisation. Sa cible, les ressortissants des pays de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire. Des centaines de membres de cette communauté se sont retrouvés à Gagnoa, dans le centre ouest ivoirien, pour prendre part au meeting de lancement de sa caravane pour la paix et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Kima Emile appelle ses compatriotes à se départir de la politique dans leur pays d'accueil. Ils sont invités en revanche à œuvrer afin d'éloigner de la Côte d'Ivoire les démons de la division et de la violence. Vous devrez vous mêler de ce qui vous regarde. C'est la paix, la cohésion sociale. Et à la paix, on a tout gagné. Mais la paix vient de nous-mêmes. Je vais m'adresser aux Maliens, Burkinabés, Libériens. Si tu n'es pas Ivoirien, quoi faire des gens là, tu vas laisser. Des gens-là, tu vas laisser. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays chers à Kima Emile, engagés dans des processus électoraux en 2020. À quelques mois des échéances, le climat politique est crispé. Préoccupé par ce contexte délétère, il lance un appel au dialogue interne. Il faut que les Burkinabés se réconcilient. Il faut que les Burkinabés se parlent. Si on ne se parle pas, on fait quoi? Pour ce premier grand rassemblement, l'initiateur a bénéficié de l'accompagnement du TOXI, une organisation de la société civile, et de l'ambassadeur ivoirien Assid Djedje. Des soutiens qui ont salué son engagement sur le front de la paix pour le rayonnement des peuples de la CEDEAO. La caravane va sillonner plusieurs villes de la Côte d'Ivoire avant l'apothéose au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Mais avant, Kima Emile souhaite un tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Objectif, l'exhorter à poursuivre la politique de la main tendue pour dissiper les foyers de tension à l'approche de 2020. Toujours hors de nos frontières et pour terminer, ils sont membres d'organisations de la société civile ou d'organisations internationales, mais aussi chefs d'État et de gouvernement, dont plusieurs Africains qui sont arrivés à Paris depuis hier pour la deuxième édition du Forum pour la paix. Le président français Emmanuel Macron a accueilli lundi soir au palais de l'Élysée à Paris une trentaine de chefs d'État, dont une dizaine venus spécialement du continent africain. Les dirigeants mondiaux ont tous été conviés à un dîner à l'Élysée avant d'assister au deuxième forum pour la paix qui a démarré ce mardi à Paris. Parmi eux figurent les dirigeants africains comme le Camerounais Paul Biya, le Malien Ibrahim Boubacar Keïta ou encore le Congolais Félix Tshisekedi.
La première édition de ce rendez-vous s'est tenue l'an dernier à l'initiative du président Emmanuel Macron et à l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Cette année encore, responsables politiques, représentants d'organisations internationales et membres de la société civile à travers le monde se retrouvent avec pour objectif de défendre le multilatéralisme et d'évoquer les grandes questions de gouvernance mondiale. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se donne donc rendez-vous demain à la même heure, 19h30, ici même.